Que le tenant de cette approche est ici parmi nous dans l'auditoire. Vous savez, généralement, quand on veut savoir un peu plus sur un courant d'idées, on souhaite, la première des choses qu'on souhaite, c'est de tomber sur des documents de première main. Quand on parle de praxéologie motrice, vous n'avez pas ici un document de première main, mais vous êtes en présence du tenant de cette approche. C'est quelque chose, pour ceux qui sont au parfum, une opportunité historique à saisir pour bien écouter et ensuite débattre. Monsieur le professeur Pierre Barleba, je vous invite à présenter votre communication. Et merci. Et c'est toujours pour moi une joie de vous revoir. Je vous remercie de cette présentation très complaisante et je veux donc avoir le plaisir de me retrouver en votre compagnie pour de la décision motrice. Donc, agir, n'est-ce pas décider? Souhaitant étudier le processus de décision en situation de jeu et de sport, l'observateur est d'abord interloqué. Une grande partie des épreuves sportives ne sollicitent aucune décision motrice au cours de leur exécution. Ainsi, par exemple, aux Jeux Olympiques de Lake-Placid et de Moscou en 1980, on observe un pourcentage de 58% d'épreuves qui se déroulent sans solliciter la moindre décision motrice de la part des participants. Voilà qui est quand même troublant au sujet d'activités qui prétendent développer l'esprit d'initiative et d'engagement au cours de leur mise en œuvre. Cet écart étonnant entre les intentions affichées et les réalités observées demandera donc à être interrogé. Le fait de savoir et de devoir choisir entre plusieurs possibles, le fait donc de décider est un événement qui actualise une compétence fondamentale de l'être. De l'être vivant et donc de l'être agissant. L'action motrice est fille de la décision. D'une façon générale, agir c'est choisir, agir c'est décider. Mais dans quel type de situation? En fonction de quelles contraintes possibles? Toutes les décisions sont-elles de même catégorie? La performance serait-elle soumise à une sorte de gestion des décisions? Dès sa création, la praxéologie motrice a défini l'éducation physique comme une éducation des conduites de décision. C'est dire l'importance cruciale accordée au phénomène de décision motrice dans le champ des activités ludo-sportives. Aussi avons-nous proposé une analyse des situations motrices, notamment sous l'angle de la décision, qui débouchera sur une organisation de l'ensemble des activités physiques et sportives. Une telle classification offrira les éléments de base permettant une programmation cohérente des parcours de formation en fonction des objectifs poursuivis. Et c'est donc ce qui nous préoccupe à nous tous dans cette salle, la formation de nos athlètes et la formation de nos étudiants. La logique interne, issue du règlement de l'activité, va déterminer les traits décisionnels de la situation. Cette logique motrice provoque un rapport de l'acteur à l'environnement gouverné par l'imprévisibilité éventuelle des réactions de cet environnement. La personne agissante devient une personne décidante. Il lui faut anticiper à brûle-pourpoint, c'est-à-dire prévoir séance tenante les attentes et les réponses probables du milieu et aller au-devant d'elle. Dès cet instant de la réflexion, surgit un obstacle, souvent passé sous silence. L'interaction avec le milieu matériel n'est pas du tout de même nature que l'interaction avec l'entourage humain. La neige, les vagues, les vents, les cumulus et les parois rocheuses n'éprouvent pas d'émotion, ne réfléchissent pas, n'engagent aucun échange, raisonné ou passionné, comme il était signalé tout à l'heure, avec le pratiquant.
Ils illustrent le règne classique du strict déterminisme laplacien. En revanche, l'interaction avec autrui immerge le décideur dans un autre monde, où l'acteur se frotte à d'autres acteurs, aussi intelligents que lui, et capables de prévoir ce que lui-même prévoit. Le footballeur doit décider en fonction de ce qu'il anticipe par empathie, du dribble, de la passe ou du tir de son vis-à-vis, qui lui-même essaie de deviner les intentions adverses. La décision du joueur est liée à une cognition collective dépendante de la logique interne de chaque sport qui insère ce joueur dans un réseau relationnel. Le tennisman décide de monter au filet en pensant provoquer la maladresse de son adversaire qui lui-même choisit de renvoyer la balle au filet. Là où l'espace, pense-t-il, ne sera plus protégé. Dans ce jeu de prévision des attentes, il ne s'agit plus de simples anticipations, mais d'anticipation, d'anticipation, d'anticipation. En bref, nous sommes en face de deux catégories de situations motrices fortement différenciées par un critère opérationnel, l'interaction motrice opératoire avec autrui ou avec le milieu, autorisée par la logique interne du jeu, c'est-à-dire par les règlements de l'activité. Il ne s'agit pas d'un trait distinctif vague et métaphysique, mais d'une variable objective, observable et contrôlable, parfois même mesurable. Et nous, dans cette salle, nous essayons au maximum de mesurer ces variables. Une telle séparation des pratiques en deux grands univers distincts est capitale. Sont ainsi différenciés d'une part l'univers des situations motrices où l'acteur intervient en solo, sans nouer d'interaction motrice avec quiconque, comme en saut en hauteur, à la barre fixe, à la poutre ou en natation, et d'autre part l'univers des situations motrices qui reposent de façon nécessaire sur des interactions opératoires, motrices bien sûr, entre décideurs, comme au handball, au tennis, en escrime, à la lutte, au jeu de barre ou à l'épervier. D'un côté, le domaine de la psychomotricité et de l'autre, celui de la sociomotricité. Les activités sociomotrices placent le lien social au centre du jeu, en mobilisant de façon variée la rivalité et la solidarité. Dans son actualisation praxique, quant à elle, la psychomotricité est nécessairement refermée sur l'individu et ignore le contact avec autrui. Bien entendu, toutes ces pratiques sont plongées dans un contexte d'une part psychologique, cognitif, affectif, mes deux collègues qui m'ont précédé l'ont bien développé, et d'autre part sociologique, public, entraîneur, enjeux divers, qui influencent les pratiquants de façon notable. Ces facteurs de logique externe peuvent être importants et il est indispensable de les prendre en compte pour bien saisir le déroulé de la situation. Cependant, sous le point de vue de la praxéologie motrice, il conviendra de les réinterpréter dans le cadre de la logique interne de chaque activité. Et c'est là un point de friction entre nous, les praxéologues, et mes autres collègues des sciences biologiques et sociologiques. L'activité sportive n'est pas sous la dépendance directe de la biologie ou de la sociologie ou de la psychologie, et je vous parle en tant que psychologue et sociologue. L'activité motrice est sous la dépendance d'un point de vue qui fait la synthèse, comme il était indiqué tout à l'heure, de l'ensemble des données. Cette rapide présentation propose une analyse des contenus des activités physiques sous l'angle des conduites motrices décisives et dans le même flux offre des bases de départ à une programmation cohérente des activités physiques et sportives dans le domaine scolaire et éducatif. N'est-il pas indispensable d'établir une relation de cause à effet attestée entre les activités proposées et les effets souhaités? C'est-on fixer un objectif? Sait-on objectivement donner les moyens de l'atteindre réellement? C'est pour cela que nous sommes très sensibles à la présence de M. le ministre de la Jeunesse et des Sports, car notre problème, c'est le problème de la programmation, de l'établissement du cursus que doivent suivre
les différents athlètes en fonction de leur spécialité et le cursus de nos étudiants. Mais pour cela, il faut savoir connaître le contenu sur lequel on intervient. Et cela est du ressort d'une recherche et des explications de type scientifique, bien entendu. Un gouffre, malheureusement, se creuse parfois entre le but choisi par nous-mêmes et les pratiques censées le satisfaire. Comment maîtriser le schéma de causalité sans une connaissance minimum du processus de fonctionnement des conduites motrices et des conséquences qu'elles engendrent, notamment sous l'angle de la décision. Aussi, par exemple, paraît-il naïf et impudent de prétendre développer la relation à autrui et la solidarité en ne faisant pratiquer que des activités psychomotrices, alors que dans ce cas, le pratiquant reste dans sa bulle. Cette ambition abusive en faveur des pratiques en solo sévit dans les instructions officielles françaises. Dans une analyse chiffrée, Bertrand Burin a pu montrer que nettement plus de 50% des séances d'éducation physique préconisées par les instructions officielles de 1967 sont consacrées à des activités psychomotrices. Et cela au nom de valeurs affirmant la solidarité et la communication. Il y a un hiatus extraordinaire entre les ambitions, les projets et la nourriture que l'on offre aux pratiquants. Prétendre développer le respect d'autrui, le sens de la relation et l'altruisme, ainsi que le claironne des instructions officielles françaises, en s'appuyant sur le contenu propre des activités psychomotrices, est manifestement une vue de l'esprit. Il faut absolument dépasser les problèmes idéologiques pour voir concrètement ce qui se passe sur le terrain. L'examen des conduites motrices, de décision notamment, réserve, comme nous allons le voir rapidement, d'autres surprises. Dans un premier temps, examinons le domaine d'action motrice répondant à la psychomotricité. La logique interne des activités de cette grande catégorie provoque un rapport à l'environnement qui sera gouverné par l'imprévisibilité éventuelle des réactions à cet environnement. En milieu stable et en milieu instable et incertain, la personne agissante devient une personne décidante. Il lui faut anticiper à brûle pour point, c'est-à-dire prévoir les réponses particulières du milieu matériel et y préagir à bon escient. Le tracé du slalom, avec ses chicanes, ses dévers et ses plaques de glace, demande une constante projection du skieur dans le futur immédiat. Et pour cela, le pratiquant doit décoder l'environnement, évaluer en un clin d'œil les réactions éventuelles de la neige et de la glace en réponse au comportement technique qu'il projette d'accomplir. Cette symbiose recherchée avec le milieu, parfois couronné de succès, parfois sanctionné par un échec, se montre et se retrouve dans de multiples activités dites de pleine nature, là où les réactions du milieu extérieur sont instables et difficilement prévisibles. Le kayak, le surf, la voile, l'escalade, le vol à voile, le VTT, etc. Il devient habituel de dire que le pratiquant prélève de l'information. L'expression est inexacte. Le sportif ne s'empare pas mécaniquement d'une information toute prête. Il construit une information qui dépend de sa compétence praxique. L'information dont on parle ici n'est pas un simple donné, mais un construit qui dépend du niveau technique du pratiquant, de son expérience passée, de sa connaissance du milieu. L'apprentissage du canoë-kayak illustre magnifiquement ce phénomène. S'initier à cette activité correspond à la maîtrise progressive de la lecture du cours d'eau, de la veine, des contres, des seuils, des rappels, de ce qu'on appelle des champignons. Le pratiquant s'initie petit à petit à un décodage d'indices révélateur à la découverte d'un système de signes fugitifs qu'il apprend à reconnaître, à une estimation intuitive des probabilités d'apparition des phénomènes auxquels Bertrand Burin fait allusion tout à l'heure. La technique sportive est plus ou moins inconsciemment régulée
par ce décryptage sémiotique. Dans le flux continu de l'action motrice, qui appelle des réactions au centième de seconde, ce que nous nommons décision se déroule parfois de façon peu consciente, en s'appuyant sur des routines toutes prêtes, acquises lors de l'apprentissage. Plus le débutant progresse, plus il se familiarise avec les indices pertinents de l'environnement, plus il devient alors capable de prendre des décisions efficaces qui anticipent un bon escient et qui assurent ce que nous recherchons, la performance. Cette lecture du milieu correspond à une compétence sémiotrice, c'est-à-dire à une capacité d'identifier les signes environnementaux porteurs d'action et à y pré-répondre. Le surfeur, le kayakiste, le vélivole, le skieur, le grimpeur doivent être en avance sur leur parcours, grâce à des prédécisions qui représentent une sorte de pari sur l'avenir immédiat. Pari qui peut échouer, mais qui cherche à mettre toutes les chances de son côté. La performance que vous recherchez tous est à ce prix. Les pratiques de pleine nature possèdent une caractéristique décisive. Elles font appel à une incertitude dépendante des phénomènes naturels liés, ainsi que nous l'avons évoqué précédemment, au déterminisme laplacien, aux forces physiques classiques, pesanteur, action-réaction, frottement, force centrifuge, etc. N'éprouvant aucun sentiment, ne nourrissant aucun calcul ni intention, ces forces relèvent uniquement de l'ordre de la matière. Capital pour notre propos. Le pratiquant est donc, dans ce cas, le seul centre de décision. Les résultats spectaculaires obtenus par des recherches en neurophysiologie, à l'aide notamment de l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, projettent un éclairage neuf sur les processus sous-jacents. Ils offrent des données nouvelles en identifiant les réseaux de neurones et les centres nerveux activés au cours des prises de décision, ce qui aide à mieux comprendre la complexité et la plasticité de ces cycles. Cependant, la décision motrice ne se résume pas au phénomène neurologique. Ceci représente un support qui va permettre à la signification de naître. Mais nous comprenons bien que vis-à-vis de nos athlètes et vis-à-vis de nos élèves, ce qui compte, c'est la signification. Cette incertitude, qui est la face inverse de la formation, possède un degré d'intensité variable selon les spécialités sportives. Très accentuée dans les activités en terrain inconnu comme dans les raids et les déplacements à l'aventure, elle est plus réduite dans les milieux aménagés tels les différents slaloms, les rivières à voile ou les murs d'escalade. On peut même définir une échelle approximativement graduée de domestication sauvagerie, caractérisée par un étagement des sports en fonction de la domestication plus ou moins prononcée de leur environnement. Celui-ci suscitant des prises de décision, parfois très techniques, parfois beaucoup plus intuitives. Mais en milieu connu, stable et certain, vous voyez, nous changeons les caractéristiques du milieu. En milieu certain, le pratiquant n'a plus à s'inquiéter des réactions de l'environnement. Ce dernier reste immobile, ne réserve aucune surprise et ne peut donc livrer aucune information, c'est-à-dire aucune donnée inattendue. C'est pour ça que parfois, lorsque sur le terrain nous disons au lanceur de poids de prendre de l'information, c'est une vue d'esprit. Le lanceur de poids n'a aucune information à prendre puisqu'il connaît exactement toutes les conditions dans lesquelles il va intervenir. En saut en hauteur, par exemple, le règlement a fixé à l'avance toutes les conditions techniques de la compétition relatives au matériel et à l'espace. L'athlète a déjà effectué ses choix avant l'épreuve, au cours de son apprentissage et de son entraînement, en ayant déjà adopté son mode de franchissement, par exemple en ventral plongé ou en fausse-berry, et sa course d'élan, rectiligne ou incurvée, et le temps de foulée. Il en est de même dans la plupart des épreuves d'athlétisme, de gymnastique aux agrès, de natation et d'aviron. Notre conclusion est tranchée. En milieu d'incertitude informationnelle, le pratiquant n'a aucune décision, je répète, en milieu dénué
d'incertitude informationnelle, le pratiquant n'a aucune décision motrice à prendre au cours de l'épreuve. Il déroule un automatisme bien huilé, souvent raffiné à l'entraînement, qui ne se heurte à aucun imprévu extérieur. Il s'agit, peut-on dire, d'un algorithme moteur qui s'est autonomisé par rapport aux caractéristiques de l'environnement. La séquence motrice du lancer de javelot ou du 110 mètres a été soigneusement programmée à l'entraînement et reste identique, quel que soit le contexte, à Liverpool, à Alger, à Saint-Pétersbourg ou à Dakar. Ce comportement algorithmisé, peut-on dire, est une caractéristique forte d'un grand nombre de comportements sportifs. Il est indépendant du milieu local et totalement décontextualisé, ce qui n'est évidemment pas le cas, comme nous l'avons vu, de l'escalade à vue, d'une descente de rivière non reconnue ou du ski hors-piste à l'aventure. Les mécanismes de fonctionnement des conduites motrices sont profondément influencés par cette logique interne de la standardisation. Alors qu'en milieu instable et fluctuant, la sensibilité extéroceptive, et notamment la vue, est sollicitée au premier chef, dans le cas différent où le milieu est figé, c'est la sensibilité kinesthésique et proprioceptive qui devient la référence de base. Le gymnaste est concentré sur ses perceptions internes, musculaires et articulaires. Au cours de son apprentissage, il passe de l'extéroceptif au proprioceptif. Alors, pour nous, c'est très important. Pour les enseignants, il est capital de bien se rendre compte de cela pour aider l'athlète, le gymnaste, à progresser dans son apprentissage. Ce perfectionnement de la régulation perceptivo-motrice témoigne de la plasticité générale des conduites motrices, mais reste dans le cadre d'une séquence d'un seul tenant, dépourvu de prise de décision. C'est quand même, vous l'avouerez, une forte surprise de constater que notre société, pourtant éprise d'innovation et d'adaptabilité, a valorisé des pratiques standardisées. Et cela au point, comme nous l'avons précédemment remarqué, qu'un pourcentage massif des épreuves olympiques, proche de 50%, se retrouve dans cette catégorie. La fascination du record, le côté symbolique de la performance et son attrait hautement spectaculaire, qui exalte les foules, y sont pour beaucoup. Notons que les enquêtes sociologiques révèlent que les aspirations actuelles de la population française, peut-être algérienne, transgressent cette répartition et se prononcent de façon massive en faveur des activités en environnement sauvage ou semi-domestiqué, laissant ainsi place à la décision, à l'adaptabilité plus qu'à l'adaptation. On consacre donc un hiatus entre les épreuves olympiques et les demandes de nos populations. Alors oui, c'est d'où l'intérêt de la recherche scientifique qui va au fond des choses et qui dépasse, si vous voulez, les apparences. Tout se passe comme si les instances sociales cherchaient à réduire l'importance des pratiques de pleine nature, comme si le plus-être lié à la nature était un facteur de progrès et une caractéristique de l'intelligence évoluée. Là, on retrouve un petit peu les aspects écologiques dont on a parlé tout à l'heure. Les choix institutionnels relatifs aux jeux et au sport minimisent le rôle des décisions motrices à l'égard de l'environnement. Ils reflètent les représentations de nos institutions qui tendent à mécaniser le comportement humain et à se méfier de tout rapport authentique à la nature. Dans des sports tels le judo, le football, le tennis ou le handball, chaque pratiquant se heurte à d'autres décideurs, aussi doués que lui, de capacité d'anticipation et de décollage du contexte. Le joueur est sollicité afin de décider sur le champ de la conduite motrice à accomplir. Porter telle prise de hanche au judo, partir en dribble ou faire une passe en couloir au football, monter au filet ou rester au fond du court au tennis, tirer des 9 mètres ou feinter le tir au handball.
Le joueur doit faire preuve d'empathie afin de deviner comment vont interagir les autres intervenants. Décider, c'est faire un pari sur la réaction des autres. C'est braver l'incertitude du devenir immédiat. Et ce pari va s'appuyer en un éclair sur des indices fugitifs, des simulacres d'armée du tir, sur une bascule de bus, sur des changements de pied, des démarrages subis, sur l'orientation du tamis de la raquette. Ce champ à défricher est un champ à déchiffrer, car il est codé. Plus que de répondre, il s'agit de pré-répondre, donc de pré-décider. L'information prélevée peut être en réalité une désinformation. Sur le terrain règne la connivence et la tromperie. Circule une communication sur une communication, autrement dit, se tisse avec malignité une méta-communication. Les indices prélevés se regroupent pour chaque joueur en praxèmes, c'est-à-dire en signes chargés de signification tactique qui deviennent des messages avant-coureurs de l'action à venir. On voit combien le prélèvement de l'information est en réalité une construction subjective de cette information qui prend sens de façon variable selon les acteurs en prolongement de leur action motrice. La décision est une réponse à l'incertitude. Cette information peut être interprétée comme un témoignage sémiotique particulier de la vie des signes au sein de la vie sociale, ainsi que l'a proposé Ferdinand de Saussure. La décision prise par l'intervenant dépend des indices qu'il va, sous forme de praxème, identifier à ses risques et périls. Ce qui se joue ici, c'est le rapport au contexte. L'acteur doit apprécier ses propres capacités de réponse et décider en conséquence. Ces indices d'adaptation au milieu diminuent l'imprévisibilité des séquences en cours. Le pratiquant décode son environnement et ce décryptage tactique des indices signifiants s'inscrit dans le montage d'un scénario anticipateur qui essaie de devancer les issues immédiatement possibles. Cette improvisation d'un scénario dynamique qui repose sur une empathie intrusive à l'égard d'autrui relève d'une sémiotique de la motricité que nous appellerons une sémiotricité. Un joueur brillant technicien, mais peu sensible à la détection des praxèmes, rendra rarement à temps les décisions subtiles et efficaces qui conduisent à la performance. C'est ce qu'on appelle en football, par exemple, la capacité de prévoir le jeu. Et on a un numéro 10, par exemple, dans les équipes, qui ne se caractérise pas par une envergure athlétique extraordinaire, mais qui saisit le sens du jeu, qui est un distributeur du jeu, et pour cela, il faut savoir anticiper. L'interaction avec autrui qui confronte plusieurs centres de décision apparaît nettement plus complexe que l'interaction avec le milieu matériel, dont le centre de décision est unique. Elle donne naissance à trois grandes situations, chacune étant emblématique d'un type de lien social aux décisions très profilées. D'abord, en premier lieu, il n'y a que des décisions sémiotrices entre partenaires, c'est de la pure coopération, cordée d'alpinisme, canoë biplace, parcours en randonnée. Deuxièmement, exclusivement des décisions sémiotrices en adversaire, c'est le cas de tous les duels que nous connaissons, judo, tennis, escrime. Et troisièmement, simultanément, des décisions sémiotrices de coopération et d'opposition. C'est un duel d'équipe, c'est classique dans tous nos sports collectifs, par exemple. La logique interne de cette catégorie sociomotrice détermine entre les joueurs des réseaux de communication et donc de décision d'une grande diversité. Duel d'équipe, football, hockey, structure de l'un contre tous, de chacun pour soi, d'une équipe contre les autres, d'affrontement de coalition. C'est ce que nous essayons de développer ensemble sur les jeux traditionnels. Les jeux algériens comme les jeux français fourmillent d'activités sociomotrices passionnantes qu'aujourd'hui nous abandonnons au profit des sports classiques, des Jeux olympiques,
qui sont intéressantes, mais il ne faudrait pas, je crois, oublier ces structures d'action collective qui sont très riches et très originales. Dans le cas des jeux traditionnels, et notamment des jeux paradoxaux, la décision des protagonistes va accorder une grande place aux élans affectifs. Ce n'est pas par hasard que mes deux prédécesseurs en ont parlé. Cette relation ambivalente, propice aux émotions, est très intéressante au point de vue éducatif. Il y a à la fois de la solidarité et de l'opposition. Elle a été étudiée avec brio, notamment par Pere da Vega, Joseba Echeveste ou Enrico Ferretti. Elle permet de favoriser une compétition partageante à la place d'une compétition excluante, qui est habituellement la règle. Les jeux paradoxaux, et ceci est bien montré par nos collègues, les jeux paradoxaux favorisent une communication de coopération qui se mêle de façon astucieuse à la communication d'opposition sans qu'il y ait de bloc. Les sports collectifs sont deux blocs qui s'opposent, les jeux traditionnels, il y a une multiplicité d'interactions qui peuvent changer au cours du jeu. Au cours des dernières décennies, les situations de décision ont donné lieu à de nombreuses recherches innovantes dans le cadre de la théorie des jeux. Cependant, ces travaux se sont essentiellement dans les champs psychosociologiques et économiques. Dès les années 60, nous avions souligné que la théorie des jeux est en réalité une théorie de la décision, transposable de façon fructueuse dans le secteur des activités physiques. Ce type de démarche a été mise en œuvre en praxéologie motrice, notamment par Luc Collard, qui a planifié avec succès des travaux de type expérimental portant sur la décision en situation d'affrontement sportif. Ces recherches originales dénotent l'intervention structurante des décisions sociomotrices et montrent que leur sollicitation régulière entraîne une prédisposition persistante à agir et à décider, fortement influencée par cette orientation. En analysant les performances des champions et en mettant sur pied des situations expérimentales inédites, Luc Collard souligne combien il semble indispensable de se référer à une sémiologie de la motricité. Là, on est dans les aspects expérimentaux de la praxéologie motrice qui ne se contentent pas de décrire et d'analyser, mais qui met sur pied des expériences classiques assorties de comparaisons, de traitements statistiques, et ces résultats montrent qu'un apprentissage dans une pratique sociomotrice répétée entraîne des habitudes d'agir en ce sens. Autrement dit, nous façonnons nos élèves, nous façonnons nos athlètes dans un certain style de décision. L'analyse des situations de décision motrice a mis en évidence l'importance de la prise d'information, le corollaire de la perception d'une incertitude issue du contexte. Nous avons ainsi pu identifier 3 critères opérationnels dont Sandrine a tout à l'heure parlé: l'interaction avec l'environnement matériel, avec autrui, partenaire et adversaire. Cette classification peut être modélisée sous forme d'un simplex, structure d'ordre partiel qui relie ces 8 classes. L'avantage, si vous voulez, de la modélisation, c'est de faire apparaître les phénomènes de façon synthétique et de pouvoir tirer des conclusions. Vous allez voir qu'à partir de cette modélisation simple, on peut tirer des conclusions importantes au point de vue sociologique, au point de vue éducatif et au point de vue, disons, choix à l'égard des parcours de formation. Ces critères, fondés sur l'incertitude informationnelle née de la relation du sujet agissant à son milieu d'action, possèdent une portée très générale et peuvent se retrouver, par exemple, dans le jeu cognitif, ainsi que l'a fort bien montré Michel Houtin, et qui en parlera cet après-midi. Jeux sportifs et jeux cognitifs sont tous analysables sous l'angle de la prise d'information et de la prise de décision. Qu'ils soient information complète ou incomplète, information parfaite ou imparfaite, ils présentent des points communs. Cette classification présente la particularité d'être fondée sur le contenu propre des activités physiques. Je me permets d'insister parce que c'est ça qui est important. Cette classification ne s'appuie pas sur des données de la biologie, de la sociologie, non, sur les pratiques motrices, c'est-à-dire sur les processus d'action motrice mis en œuvre. Et d'autre part, chaque spécialité peut se situer dans ce cadre. Alors,
Nous allons terminer par, justement, très rapidement, une présentation de cette modélisation en tirant les conclusions par une analyse précise de ce qui se passe dans les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques méritent cette attention car ils s'affichent comme une vitrine représentative des grandes aspirations et des valeurs de notre société. D'autre part, et c'est là un point capital pour les éducateurs sportifs, nous avons constaté que la programmation des instructions officielles de l'éducation physique française s'aligne fidèlement sur le contenu de ces Jeux mondialisés. Sous l'angle de l'importance accordée à la prise de décision motrice, quelles sont donc les grandes orientations magnifiées par la vitrine olympique? On peut revenir au début. Alors, très rapidement, j'énumère l'interprétation que l'on fait encore. Le premier schéma, voilà celui-ci. Les Jeux Olympiques, alors là, nous avons les 8 classes qui sont obtenues par la combinaison des 3 critères que je viens rapidement d'évoquer: interaction avec le milieu matériel, interaction avec partenaires, interaction contre adversaire. Le milieu matériel, c'est I grand I par convention, P c'est partenaire, et A c'est adversaire. Vous voyez, on les combine de façon banale, hein, et on a 8 classes possibles. Passons à la... Voilà, alors c'est la même classification, mais cette fois-ci elle est organisée, c'est-à-dire que les sous-ensembles de l'ensemble des 3 critères, qui sont au nombre de 8, peuvent être organisés par la relation d'inclusion. Par exemple, je peux dire que cette montre, si je considère l'ensemble feuille de papier, micro et montre, j'ai l'ensemble des 3 objets ensemble, IPA, mais je ne peux en avoir que 2 ensemble, ou un seul, ou aucun. Alors, en bas, vous avez voyez, l'ensemble vide, il n'y a ni partenaire, ni adversaire, ni incertitude informationnelle. Puis, à gauche, il y a une incertitude informationnelle toute seule, il n'y a pas de partenaire, etc. Vous comprenez? On a les 8 combinaisons possibles des 3 critères d'incertitude. Et nous constatons, alors passons à la... vous voyez, le gros avantage de cette présentation sous forme d'un cube, un simplex, c'est qu'on peut travailler sur les sommets. Chaque sommet représente les spécialités caractérisées par ces critères. Mais on peut travailler sur les arêtes. Une arête du cube regroupe 2 sommets. On peut travailler sur une face qui regroupe 4 sommets. Et alors, on découvre des phénomènes assez intéressants. Par exemple, vous voyez ici que les décisions liées au milieu incertain, aux Jeux Olympiques, il n'y en a que 10%. Et il y en a 89,5% en milieu certain. C'est-à-dire que nous mettons nos athlètes dans un milieu qui ne bouge pas. Comment voulez-vous développer la cognition, une intelligence motrice à l'égard du milieu quand le milieu ne bouge pas? Pas possible. Donc, vous voyez, nous devons réagir, nous les éducateurs, en nous disant qu'il faut mettre nos enfants dans un milieu qui bouge, pour le solliciter, pour qu'il essaye de prévoir, le mettre face à la prévisibilité, pour qu'il prenne des risques. Vous voyez, la conclusion, avec cette procédure très simple, elle est importante. Alors ça c'était le... Bon, passons. Les épreuves pratiquées en solo, dites psychomotrices. Vous voyez, la partie jaune regroupe une arête. Dans ces 2 classes, il n'y a pas d'intervention d'autrui. Le sujet est tout seul. Eh bien, nous constatons, ce qui est quand même étonnant, qu'il y a autant d'activités en solo qu'en activités collectives. Or, constamment, on nous dit, le sport développe l'esprit d'équipe, l'esprit d'entraide, et puis, quand on fait pratiquer, ils sont tout seuls. Alors, il n'y a pas d'esprit d'entraide spécifique quand on lance le poids. Quand on lance le poids, on est face à un milieu qui ne bouge pas et on lance un projectile de 7 kg 250 le plus impossible. C'est très intéressant, le saut hauteur, tout ça, nous aimons beaucoup, hein, nous sommes des sportifs. Mais il faut bien se rendre compte qu'on ne touche que des aspects particuliers du sujet. On ne touche pas, si vous voulez, la solidarité avec autrui, le contact avec l'autre, avec le vivre ensemble, hein, au point de vue de la nécessité. Continuons. Et une nouvelle surprise, dans ces activités en solo,
on constate qu'il y en a 10 fois plus où on est en milieu stable qu'en milieu qui bouge. Autrement dit, là encore, on confine les athlètes et nos élèves dans un milieu stable où le sujet est tout seul et dans un milieu qui lui aussi est figé. Oui, ça pose beaucoup de problèmes pour nous, éducateurs. Hein. Enfin, continuons. Les activités dénuées de prise de décision. Alors, voyez, en jaune, les activités ne demandent pas de prise de décision. L'ensemble vide, nous l'avons vu, et P. Cela signifie que l'on est avec un partenaire, mais dans une situation réglée, ou par exemple en aviron, ou par exemple dans d'autres activités de gym, où on est en collectif, mais sur des activités totalement pré-programmées à l'entraînement. On joue au millimètre. Et c'est pour cela que les activités sont si passionnantes et si spectaculaires. Mais il n'y a pas de décision en cours de pratique. Toutes les décisions ont été prises bien avant, c'est la stratégie, etc. Alors, on est quand même étonné que près de 60% des pratiques olympiques se déroulent sans qu'il y ait prise de décision. Oui, ça nous choque quelque peu quand même. Continuons. Les épreuves de prise de décision de type coopération pure, c'est-à-dire il n'y a que de la solidarité. On en pose 13%. Les épreuves où il n'y a que de la rivalité, plus du double. Autrement dit, les Jeux olympiques favorisent l'agressivité, l'interaction de domination et non pas la solidarité. Alors, c'est intéressant, hein. Nous sommes sportifs et nous aimons le combat, ça c'est sûr. Mais faut-il que nous placions nos élèves uniquement dans des situations de recherche de la domination et de combat? Ça nous pose des problèmes. Vous voyez, et ensuite, vous voyez, l'automatisation des comportements est survalorisée au détriment des conduites motrices de décision. Voici, je tire rapidement les conclusions. L'effectif des pratiques individuelles est pléthorique, pratiquement équivalent à celui des pratiques collectives. Les conduites d'opposition, souvent agressives, prennent nettement le pas sur les décisions de coopération. Et l'ensemble des épreuves reproduit les stéréotypes de genre qui n'accordent que peu de place aux prises de décision féminines. On constate que les Jeux olympiques ont dévalorisé la pratique motrice des femmes, et notamment leur prise de décision. Bon, là, je n'ai pas le temps de développer, mais quand on continue cette analyse et qu'on place les pratiques féminines dans le simplex, on s'aperçoit que les femmes sont au bout du chemin. Elles sont en milieu protégé, on ne veut pas qu'elles soient exposées, dit-on, et on constate que les Jeux olympiques correspondent, si vous voulez, à une hypertrophie du stéréotype féminin classique. Alors, terminons par quelques mots. Mettre en œuvre des parcours de formation sans avoir au préalable une connaissance sérieuse du fonctionnement pratique de ces parcours et de leurs effets réels risque d'entraîner de sévères déconvenues. Il semble important de bien identifier les conséquences provoquées par l'enseignement des différentes pratiques, telles que le judo, les agrès, le football, le kayak ou la balle assise. Il convient d'être lucide et de renoncer à leur attribuer de façon abusive des effets éducatifs qu'ils sont incapables de satisfaire. La mise au point d'une classification générale des activités physiques et sportives en quelques grands domaines d'action et de décision motrice, aux conséquences éducatives bien identifiées, se révèle indispensable. Voilà un chantier capital, Monsieur le ministre, que nous nous proposons de développer, un chantier capital qui, je l'espère, va se déployer sous nos yeux. À nous tous de l'exploiter en bonne intelligence dans toute sa plénitude. Je vous remercie de votre attention.